Renaud de Rochebrune avec Benjamin Stora. Vous livrez donc le tome 2, La guerre d'Algérie, vue par les Algériens, de la bataille d'Alger à l'indépendance. C'est un conflit qui est, pourrait-on dire, plus d'actualité. Et encore, en quoi, selon vous, est-ce un angle d'approche intéressant ? Il y a très longtemps, j'avais édité un livre, donc là j'étais éditeur et non pas l'auteur, qui s'appelait « Les croisades vues par les Arabes ». Ouais. Dont l'auteur était un Libanais, Amin Maalouf, qui est devenu célèbre par la suite. C'était son premier livre, c'est moi qui lui avais proposé de l'écrire. Et j'avais repéré à cette occasion à quel point c'était intéressant, en tout cas, de voir un sujet qu'on voit presque toujours du même côté, en le voyant d'un autre côté. C'est une des origines de ce livre. Il y en a bien d'autres. J'ai vu la guerre d'Algérie quasiment chez moi pendant mon enfance, puisque mon père était militaire et s'était retrouvé en train de faire la guerre d'Algérie. Puis par ailleurs, j'ai édité des livres d'Algériens qui parlaient de la guerre d'Algérie souvent. Mais l'intérêt majeur de prendre les choses comme ça, c'est tout simplement qu'en décentrant la façon dont on voit une guerre, tout d'un coup, on la voit complètement différemment, et ça veut dire donc de l'intérieur, si je puis dire, comme quelque chose qui n'est plus bon, ben il y a une guerre, il y a des morts, il y a des gens qui se battent, etc. Ça vous oblige à vous poser des questions qu'on ne se poserait pas sinon. Et je m'étais aperçu au fur et à mesure du temps, par d'autres travaux que j'ai pu faire, que ce n'est pas la documentation qui manquait. La plupart des Algériens qui ont fait la guerre ont écrit leur mémoire quand ils n'ont pas été tués pendant la guerre. Donc ce n'est pas... Enfin, c'est une des sources, il y en a bien d'autres, bien évidemment. Mais donc, et ceux qui étaient vivants acceptaient de parler. Donc c'est pas du tout qu'on manquait de matière. Mais c'est un regard qui n'était pas convoqué, si je puis dire, pour parler de la guerre. On va parler donc de ce tome 2, mais ça veut dire quoi ? Prenons le conflit syrien dont on parlait à l'instant, ou d'ailleurs de la crise des migrants, puisqu'il s'agit aujourd'hui de points de vue. Est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui sur le conflit syrien, ou est-ce qu'il faut attendre que la paix soit revenue, selon vous ? Alors, pendant la guerre d'Algérie, le problème se pose différemment, puisqu'il y a une censure absolument énorme qui fait d'ailleurs qu'on n'a pas d'image quasiment de la guerre vue du côté algérien, puisque personne ne pouvait aller quasiment de ce côté-là. Dans les maquis algériens, on ne pouvait pas aller. On pouvait à la rigueur parler avec les dirigeants du FLN, surtout sur la fin de la guerre, quand ils étaient à Tunis ou au Caire. Mais ce qui se passait à l'intérieur de l'Algérie, les combats, il n'y a que les images de l'armée française. Il n'y en a pas d'autres. Ça peut expliquer ma curiosité d'ailleurs en partie. Pourquoi il n'y en a pas côté algérien ou très peu ? C'était délibéré ? Et c'est pas du tout ça, c'est qu'on ne pouvait pas y aller. Comment voulez-vous rejoindre les maquis algériens sans passer quelque part par l'Algérie ? C'est extrêmement difficile. Les Algériens eux-mêmes, évidemment, circulaient un peu dans les maquis, mais ont été tués en très grand nombre. La guerre d'Algérie, on n'imagine pas, c'était 100 morts par jour, pendant 7 ans et demi. C'est quelque chose qu'on imagine. Je dis 100 morts, c'est en prenant l'hypothèse la plus basse du nombre d'Algériens tués pendant la guerre. D'où l'importance d'ailleurs des récits, puisqu'il n'y avait pas d'image, par exemple, sur la torture, la question d'Henri Alleg notamment. Alors, la guerre d'Algérie, vue par les Algériens, tome 2, qu'est-ce que l'on apprend au juste ? Vous avez travaillé sur des documents inédits. Quelles sont les nouveautés ? Alors, des documents inédits, des personnes qui n'avaient pas donné leur témoignage, en tout cas pas de cette façon-là, ou qui n'avaient pas été interrogées de la façon dont on les a interrogés. Les documents inédits, c'est les mémoires, par exemple, d'un des grands responsables du FLN pendant la guerre, et qui au début se battait sur place avant de rejoindre Tunis. Il s'appelle Adkar Ben Dobal, par exemple. Elles ne sont pas publiées. En Algérie, il y a une censure phénoménale quand même sur la réalité de l'histoire de la guerre. Il n'y a qu'une histoire officielle qui est vraiment diffusée. Donc, elle est romancée des deux côtés, vous voulez dire, cette histoire ? Bien sûr. Elle est alors romancée n'est pas le mot d'ailleurs. Elle est à la gloire. En Algérie, elle est à la gloire des combattants, mais d'une telle façon, et de ce combat pour l'indépendance, qui a été effectivement glorieux d'ailleurs, mais c'est d'une telle façon que on ne sait plus jamais ce qui est vrai, ce qui est romancé, ce qui est pour glorifier l'auteur du sujet quand il en est question, etc. Question sensible justement, prenons un cas concret, pardon de vous couper Renaud de Rochebrune. Récemment, le président François Hollande a présenté des excuses officielles pour les harkis. Est-ce que vous êtes intéressé, vous, à la perception de cet acte politique en France, de l'autre côté de la Méditerranée, en Algérie ? Oui, bien sûr. C'est très compliqué, puisqu'évidemment, les harkis, la France a toutes les raisons de s'excuser, puisqu'en gros, elle les a abandonnés à leur sort, du moins une grande partie d'entre eux, moins qu'on ne le dit d'ailleurs le plus souvent, mais une grande partie d'entre eux ont été abandonnés à leur sort, qui ne fut pas sympathique, le mot est faible, au moment de l'après-guerre, puisqu'ils s'étaient vus comme des collabos, quoi, disons, si on parlait comme les Français parlaient des gens après la Seconde Guerre mondiale, qui avaient trafiqué avec les nazis ou qui avaient été de ce côté-là. Mais en Algérie, on n'a pas trop envie d'en entendre parler. Un harki, quand on emploie ce mot en Algérie, c'est pour dire un traître. Oui. Je veux dire, c'est une insulte quand on traite quelqu'un de harki. Or, les harkis ne sont pas que des traîtres, c'est des gens qui sont rentrés pour des raisons extrêmement diverses
au service des Français, comme de supplétifs de l'armée française ou de diverses façons pour aider le colonisateur. Mais c'était souvent pour des raisons qui n'étaient pas du tout des raisons idéologiques. C'était pas pour soutenir la colonisation en général.